donc je voulais vous présenter Marc Cerizuelo qui est ici présent, et puis peut-être lui poser deux, trois questions hein, sur l'ensemble de l'œuvre des frères Cohen, et puis sur le film qu'on va voir là. Alors, d'abord, les frères Cohen, donc, on fait combien en réalité? 16 films. Voilà, c'est donc une œuvre maintenant, on peut dire. Oui. En plus, avec une palme d'or, pas mal de prix du jury. Oui, voilà. Et est-ce que, première question, est-ce que, je sais qu'en Europe, les frères Cohen sont des stars, notamment en France, un petit peu en Suisse, on le voit là, et on le voit encore mieux maintenant. Mais aux États-Unis, quel est leur statut aux États-Unis? Ils ont toujours été à mi-chemin entre ce qu'on appelle les indépendants. Et les indépendants aux États-Unis, c'est parfois des gens très célèbres. Hein. Mais les indépendants, quand même, qui ne travaillent pas réellement avec les très grands studios autour de productions avec des très grandes vedettes. Donc ça, c'est les Cohen du début, et parfois de certains autres films. Et à partir des années 2000, c'est-à-dire avec quand même, au bout d'une bonne quinzaine d'années, ils ont réellement intégré les studios. Ils les avaient intégrés une première fois pour un film qui est peut-être un des moins connus et un des plus intéressants, qui s'appelle Le Grand Saut. Ça s'appelle The Hudsucker Proxy. C'est un film avec Paul Newman, quand même. Et c'était un film qui était arrivé assez tôt dans leur carrière et qui avait été sinon un flop, en tout cas vraiment un demi-succès. Et là, après avoir connu donc en 1994 les grands studios, ils sont aperçus que ça n'avait pas vraiment marché, ça les a un petit peu refroidis, et ils ont eu donc ces succès. Donc ça a été le début finalement de leur très grande période, avec des films comme The Big Lebowski en 1997, avec O Brother en 2000, et à partir de O Brother avec George Clooney, donc ça passe toujours quand même, la célébrité passe avec la présence au générique de certaines grandes vedettes. Je pense qu'à partir du film que vous allez voir ce soir, là, ils sont réellement devenus des gens très connus, et ils l'ont été d'autant plus que les grands studios sont revenus vers eux, eux-mêmes sont allés s'installer à Los Angeles alors qu'ils restaient plutôt à New York, et avec des films comme par exemple Intolérable cruauté ou le remake de The Lady Killers, ce qui n'est pas forcément leur meilleur film, mais à partir de 2003-2004, là, ce sont des cinéastes qui ont réellement eu leur place dans le grand paysage américain. Mais pour nous, vu d'Europe, ils ont toujours été là, et leur présence, c'est très intéressant d'analyser la comparaison entre c'est pour ça que je dis que c'est une bonne question, c'était pas rhétorique, entre leur présence dans le paysage international, notamment européen, et les nuances très nettes quand même qu'il y a avec le système américain. Barton Fink a eu la Palme d'Or. Alors là voilà, et ça n'a pas vraiment intéressé avant les la Américains. période. Oui, tout à fait. Alors deuxième question, alors plus on va maintenant aller au film, même si vous avez déjà un peu répondu à la question. Quelle est la place de ce film qui est très jubilatoire, quand même, je vous le dis déjà, je vous lâche un peu déjà l'info, dans leur filmographie et puis justement dans leur reconnaissance américaine? C'est un film qui a été important pour leur reconnaissance, comme on vient de le dire, parce que c'est un film avec George Clooney. Ils ont attendu que Clooney soit libre pour pouvoir faire le film. Donc, c'est-à-dire qu'il était très célèbre déjà, notamment par sa série médicale à la télévision, et puis commençait réellement à être célèbre quand même au cinéma. Donc, ils avaient compris tout le potentiel qu'il y avait en lui. Ils le disent à propos de Brad Pitt, mais on peut très bien le dire aussi pour George Clooney. Avec eux, il a trouvé l'idiot en lui. Hein, et donc, il fait ça très très bien, notamment dans le film que vous allez voir, parce qu'il est à la fois intelligent, puisque c'est une réincarnation d'Ulysse, alors il ne peut pas être complètement stupide, mais il est un peu fat aussi. Il est un peu imbu de lui-même, il est persuadé d'être la cervelle de ces abrutis, notamment les deux bagnards qui s'évadent avec lui. Et donc il fallait qu'il y ait ce personnage quand même charismatique qui est George Clooney pour lancer cette carrière. Mais le film est quand même, se limite pas du tout à ça. Hein.
Alors, beaucoup justement, d'autres choses très intéressantes à dire sans choses, gâcher le plaisir des spectateurs. Une des choses assez étonnantes, c'est que c'est une adaptation très très personnelle de l'Odyssée. Les frères Cohen, ce sont des auteurs au sens américain du terme plutôt que français. Vous savez, au milieu de la décennie 1950, les cahiers du cinéma à Paris, et notamment François Truffaut, a élaboré cette expression politique des auteurs. L'auteur, ce n'est pas vraiment le scénariste, hein, ce n'est plus vraiment le producteur, c'est réellement le metteur en scène. Ce n'était pas si évident depuis le début du parlant. Ça l'était au temps du cinéma muet. Personne n'a jamais nié que Stroheim, Widor, Eisenstein, Lang, Murnau étaient des auteurs. À partir du moment où le cinéma est devenu parlant, et notamment dans le cadre américain, le réalisateur s'est effacé derrière la star, comme toujours, mais aussi derrière le producteur et derrière ce nouveau venu qui est le scénariste, qui devient beaucoup plus important, bien sûr, à partir du moment où il y a du cinéma parlant. Et on se disait que le réalisateur, c'était simplement un employé de studio qui réalisait telle ou telle production, ce qui est d'ailleurs souvent vrai. Hein. Mais l'auteur, façon cahier du cinéma, année 1950, c'est vraiment le réalisateur, et c'est une idée quand même qui s'est imposée, à tort ou à raison. On ne va pas ouvrir le débat maintenant. En revanche, les frères Cohen, ce sont des auteurs, je dirais, à l'américaine, comme quelqu'un dont on va parler parce que c'est absolument essentiel, Preston Sturges, ou comme quelqu'un comme Billy Wilder. Ce sont des scénaristes qui écrivent réellement le script et qui filment le script qu'ils ont écrit. Il n'y en a pas tant que ça. Ce sont ça, il faut bien le comprendre dans l'histoire du cinéma, même si ça peut sembler naturel et évident, ça ne l'est pas du tout. Eux ont réellement donc eu envie d'écrire pour le cinéma depuis le début, depuis qu'ils sont enfants, et on s'est accordé à penser à tort que c'était Ethan Cohen qui était le scénariste et Joel, parce qu'il avait fait des études de cinéma et qu'il signait la réalisation, qui était le réalisateur. Je pense que c'est plutôt une erreur, après avoir vu tous leurs films, les avoir étudiés, et voir comment d'ailleurs, au bout d'un moment, les films sont co-signés par les deux frères. C'est un travail en commun. Ethan participe à la réalisation et Joel est tout à fait présent en ce qui concerne le script. Et donc, pour O Brother, ils ont voulu, en tant qu'auteur, donc au sens complet du terme, travailler sur 3 registres. D'une part, la réécriture de l'Odyssée. Mais dans quel contexte? Dans le contexte de l'Amérique de la dépression des années 30, et d'en faire une sorte de comédie du remariage, pour reprendre une expression du philosophe Stanley Cavell, qui s'est intéressé à la comédie américaine comme une forme de remariage. Et il va aller essayer, comme Ulysse va retrouver Pénélope, il va essayer de retrouver sa femme, le personnage principal du film. Et là, je ne vous dis pas exactement comment ça va se passer, parce qu'il y a quand même un véritable suspense. Et le 3e niveau, qui est particulièrement jubilatoire dans ce film, c'est que c'est un film musical. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film sur la musique, sur cette musique très spécifique à l'Amérique, qui est la country, le folk. Ce serait presque un petit peu anticipé de parler de folk, mais vraiment le gospel, le blues, la country music, blanche ou noire, c'est la musique populaire américaine de l'époque, et elle va bercer tout le film avec une science, un goût, une sélection des morceaux qui là va très très loin. C'est vrai. Je vous conseille, si vous avez aimé le film, de vous offrir le disque, si vous ne le connaissez pas déjà, parce qu'il y a une chanson très très célèbre qui est reprise dans le film et qui est une sorte d'hymne populaire du film, c'est la chanson A Man in Constant Sorrow, mais tous les autres chansons sont célèbres, renvoient à des familles comme la famille Carter, de Carter Family, qui est très très célèbre dans l'histoire de la musique populaire américaine. D'autres chansons qui ont été composées par des gouverneurs qui font de la politique en faisant de la chanson. Et les chansons qu'on écoute là, qui sont chantées par les candidats à une élection, sont des chansons extrêmement populaires, toujours liées à l'optimisme du temps de la dépression. Ce n'est pas un paradoxe, c'est qu'on veut aller vers
des lendemains plus radieux. Voilà pourquoi le mot sun, sunshine revient très très souvent dans les chansons que vous allez entendre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant et qui rappelle justement le cinéma de Preston Sturges et notamment les voyages de Sullivan. C'est que c'est un film donc, qui se passe au lendemain, dans la période de la dépression. Et c'est un film extrêmement gai. Toujours cette morale des voyages de Sullivan, l'histoire de ce cinéaste qui, voyant la misère, veut partir rencontrer le peuple et faire des films beaucoup plus imprégné de la réalité du peuple et qui à la fin comprend qu'en voyant des bagnards face à des dessins animés, que en fait, en période de dépression, ce dont on a le plus besoin, c'est de rire. Le titre original, le titre américain du film est en vieil anglais, Oh brother, where art thou? Oh mon frère, où es-tu? Et ce titre est le titre du film social que veut réaliser Sullivan dans le film de Preston Sturges de 1941 qui s'appelle Les Voyages de Sullivan. Preston Sturges est le premier scénariste à être passé à la réalisation. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'auteur américain complet. Sturges était quelqu'un de très intéressant pour cela. C'était le scénariste le mieux payé de Hollywood dans les années 30 et il a voulu quand même faire ce qui ne se faisait pas du tout dans le milieu très taylorisé, une profession où chacun faisait ce qu'il avait à faire et n'allait pas au-delà. C'est le premier à avoir franchi vraiment la rampe et, quitte à parler un langage métaphorique, à ouvrir la porte donc à Billy Wilder, à John Huston, à Delmer Daves, à des grands scénaristes qui, grâce aux précédents créés par Preston Sturges, sont devenus des réalisateurs de films. Et le film Les Voyages de Sullivan, donc Édouard en a très bien parlé, c'est effectivement quelqu'un qui voudrait faire ce film social. Et ce qui est très, très intéressant quand même, c'est que les Coen qui aiment beaucoup Preston Sturges, pas simplement avec ce film, il y a beaucoup de traces de l'œuvre de Sturges dans Le Grand Saut ou dans d'autres films encore. Et dans ce film, donc, ils reprennent quand même le titre. C'est assez arcane, malgré tout. Ils reprennent le titre d'un film qui n'a pas été fait par un personnage de fiction. C'est le titre original du film, Oh Brother, Where Art Thou? C'est ce que veut faire Sullivan dans un film de 1941. Alors là, c'est un film de 2000. C'est True Grit, qui est un western, qui est pas un remake, mais qui est une deuxième adaptation d'un ouvrage western qui avait déjà été adapté une fois avec John Wayne. Et c'est leur plus gros succès, mais de très très loin. Et donc, pendant ce temps-là, on peut se poser des questions. On peut se dire quand même, pourquoi ce film? Bon, j'y répondrai pas parce que j'ai pas la réponse en fait. C'est pas du tout mon film préféré des frères Coen, mais en tout cas c'est leur plus gros succès. Ça a beaucoup plu notamment aux Américains. Et là ils prennent très souvent le contre-pied. Pour ça ils sont quand même très intéressants. Ce ne sont pas des Américains qui cherchent le succès pour le succès. Après effectivement donc avoir rempli les tiroirs caisses des studios avec ces deux films, ils ont décidé de faire un film, celui que vous avez peut-être vu cette année, Inside Llewellyn Davis. Vous reverrez en tout cas ici, si vous l'avez loupé. Ah oui, ça, il faut absolument le voir. Pour moi, c'est peut-être... autant j'aime pas trop True Grit, autant Inside Llewellyn Davis, en ce qui me concerne, c'est mon préféré. Les 16, c'est le dernier qu'ils ont réalisé. C'est un film noir, enfin, c'est pas un film noir, c'est un film sombre qui est dominé par l'idée de l'échec. C'est quelqu'un qui aurait pu être Bob Dylan, mais Bob Dylan, c'est quelqu'un d'autre. Et à partir de là, on voit, comme souvent chez les frères Coen, il y a un modèle quand ils racontent des biographies. Dans un film comme Barton Fink en 1991, il reprenait l'image d'un auteur américain de gauche qui s'appelait Clifford Odets. Et derrière Barton Fink, on reconnaît quand même Clifford Odets. Et là, avec le Llewellyn Davis du titre du film et du film,
est en fait, il y a un modèle, ce modèle c'est Dave Van Ronk, pour ceux qui connaissent la musique, c'est quelqu'un qui a été relativement célèbre en son temps, mais célèbre dans le petit milieu, effectivement, des folkeux américains de Greenwich Village. C'est ça qui est raconté, c'est l'idée de cet homme qui a eu énormément d'importance historiquement, mais pour des happy few, comme dirait Stendhal, alors que Bob Dylan, c'est pas spécialement quelqu'un pour happy few. Et cette idée de quelqu'un qui ne va pas réussir, c'est une histoire très anti-américaine, on dirait, parce que les Américains aiment beaucoup les histoires de succès. Et donc là, ils ont, je crois, fait exprès de faire un film qui n'est pas supposé avoir un très grand succès, sauf qu'il a beaucoup plu en Europe. C'est un film qui a raisonnablement marché, mais on peut imaginer, enfin je connais pas, j'ai pas regardé les chiffres parce qu'il est sorti aux États-Unis après la sortie en Europe, ce qui est quand même là aussi relativement étonnant. Et c'est un succès très moyen, disons. Ils ont eu beaucoup de mal à le financer, le film aussi. Ce qui est le plus étonnant. Enfin, à le financer, je ne pense pas, mais à le sortir. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas de distributeur. Ils ont attendu plus d'1 an pour sortir ce film, qui a quand même à son générique des acteurs qui sont quand même très, très connus aujourd'hui, comme Oscar Isaac, la fille, j'ai un trou. Carey Mulligan, merci. Tout le monde le sait. C'est quand même voilà. Quand même, aussi. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'ils chantent tous. Ils donnent bien l'esprit du folk. On ne demande pas à quelqu'un d'être une star, justement, mais de prendre sa guitare et de chanter s'il connaît la chanson et s'il sait jouer. Et là, les acteurs se prêtent réellement au jeu. Ça aussi, c'est pas ce qui est le plus remarquable dans le film, mais ça fait partie quand même du charme réel du film. Et c'est un charme, donc j'y reviens, noir. C'est la figure de l'échec, c'est un film très profond. Et c'est pas simplement quelqu'un qui ne réussit pas dans le show business, c'est même pas du show business, c'est une nouvelle scène, mais il ne réussit pas sentimentalement, il se fait jeter par son ancienne petite amie. Carey Mulligan est très drôle dans la méchanceté. Là, c'est son ex qui le pourrit, il n'y a pas d'autre mot. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est assez saisissant, c'est très Cohen aussi. Il y a des scènes pour la première fois, ils avaient le côté juif des Cohen qui apparaît très souvent dans leurs films, dans Barton's Fink, dans A Serious Man. Mais là, il y a des scènes quasiment parfois à la Woody Allen, de sorte de parodie de Woody Allen, très très juive new-yorkaise, des scènes juives new-yorkaises très amusantes dans un appartement d'un professeur à Columbia notamment. C'est un film, si vous je pense que vous l'avez vu alors, non? Parce que je vois que beaucoup... Ceux qui l'ont pas vu... Voilà, je parle pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est un film vraiment que je trouve épatant.